Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de corrélation de deux variables aléatoires en statistique. Et on verra que cette notion est beaucoup liée à la covariance. Donc ici, on a deux variables aléatoires x et y, et on a un échantillon de ces variables aléatoires. Donc on va noter x et y. Donc xi, l'échantillon, c'est 1, 2 et 3, et le yi, c'est 5, 11 et 4. Donc on a trois valeurs. Et donc, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire. Attention, là, on va supposer que c'est linéaire. Donc, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables. Et pour ça, on va d'abord calculer la covariance. Donc, on va d'abord rappeler la formule de la covariance avant de la calculer. Donc, la covariance de xy, donc qui se note cov de xy, c'est égal à une fraction. Au-dessus, on a la somme de i égale 1 à n de xi moins x bar fois yi moins y bar, avec x bar et y bar qui sont les moyennes de x et de y, et les yi, ce sont les différentes valeurs qui sont là, et on divise par, attention, n-1, ça c'est un gros piège, c'est que vous verrez des fois la formule avec n, elle existe, hein, ça c'est tout à fait vrai, que la covariance aussi, parfois certains professeurs la notent avec petit n, sauf qu'avec n-1, on a une approximation qui est bien meilleure après pour tout ce qui est les approximations, les estimateurs, et donc on prend toujours n-1. On va voir que c'est beaucoup mieux. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs variables qu'on n'a pas encore, qui est le petit n, le x bar et le y bar. Alors ici, le petit n, c'est évident, il est égal à 3, puisque j'ai un échantillon de 3 valeurs. Et donc, on va d'abord calculer x bar et y bar. Alors, x bar, c'est facile, c'est la somme des xi, par contre, ici, divisé par petit n. Là, par contre, quand c'est la moyenne, on divise par petit n. Ici, la somme des xi, c'est 1 plus 2 plus 3, la somme des différentes valeurs. Donc 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, sur le petit n qui, lui, est égal à 3, et 6 sur 3, ça fait 2. Pour y bar, c'est pareil, c'est la somme des valeurs divisée par petit n, c'est-à-dire par 3. La somme des valeurs, c'est 5 plus 14 plus 11. Enfin, 11 ou 14, 14 plus 11, c'est pareil. Et là, 11 plus 14, ça fait 25. 25, 5 fait 30. Et donc, ça fait 30 sur 3. Je vais mettre directement que ça fait 10. Donc ici, on a la moyenne de x, donc x bar, qui est égale à 2, et la moyenne y bar, qui est égale à 10. J'ai pris des valeurs exprès simples pour qu'on puisse faire les calculs à la main, mais bien évidemment, si on a des calculs plus compliqués, on pourra les faire dans Excel ou dans Python, et justement, on verra dans une autre vidéo comment faire tout ça grâce à Excel. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir calculer la covariance. Alors, si on fait le calcul ici, donc là je vais prendre de la place parce que il y a beaucoup de termes. Donc là, on va de i égale 1 à 3, puisque le n vaut 3, et à chaque fois, on fait xi moins x bar fois yi moins y bar. C'est-à-dire que là, on va faire 1 moins 2 fois 5 moins 10. Donc j'écris le premier calcul, c'est 1 moins 2 fois 5 moins 10. Parce que ici, on a xi qui vaut 1, x bar qui vaut 2, i qui vaut 5 et y bar qui vaut 10. Donc 1 moins 2 fois 5 moins 10. Ensuite, on additionne avec le terme d'après. Le x suivant, il vaut 2, donc ça fait 2 moins 2 fois yi moins y bar, 11 moins 10. Et enfin, le dernier terme, c'est xi qui vaut 3, donc ça fait 3 moins 2, je vais mettre directement, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Et yi moins y bar, ça fait 14 moins 10, 14 moins 10, ça fait 4. Et le tout divisé par n-1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc je vais pouvoir calculer tout ça. 1 moins 2, ça fait moins 1. 5 moins 10, ça fait moins 5. Moins 1 fois moins 5, ça fait 5. 2 moins 2, ça fait 0. 0 fois ça, ça fait 0. 1 fois 4, ça fait 4. Et enfin, le tout divisé par 2, ce qui me fait 5 et 4, 9, donc 9,5, que je peux écrire 4,5 éventuellement. Donc j'ai la covariance de x et de y qui est égale à 4,5. Donc comme on le voit, le calcul n'est pas très compliqué, c'est juste que c'est assez long. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'interprétation de cette covariance. Alors, là, on va faire du coup un petit rappel de cours. Donc ici, la covariance, je vais mettre ici qu'elle est égale à 4,5. Maintenant, comment interpréter cette covariance? Eh bien, on a trois cas possibles. Soit la covariance est strictement positive, soit la covariance est égale à 0, soit la covariance est strictement négative. Le plus simple, c'est que quand elle est égale à 0, ça veut dire que les deux variables sont indépendantes. Donc ça veut dire que x
et y sont indépendants. Bon, ça arrive rarement, mais on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Maintenant, quand la covariance est strictement positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le x et le y, ils varient dans le même sens. Donc là, si je trace grand X et grand Y, donc là, je peux faire un nuage de points, parce que souvent, quand on a deux variables, on fait un nuage de points. Donc par exemple, je vais mettre 1 et 5, donc le 1 ici, le 5 là, donc là, j'aurai un premier point. Ensuite, 2 et 11, donc j'aurai le 2 et puis le 11 qui sera ici, par exemple. Et j'aurai 3 et 14, donc 3 et 14, ce sera par exemple à peu près par là. Et là, on voit que c'est croissant, ça va dans le même sens, et donc à ce moment-là, la covariance est positive. Alors je vais rajouter des valeurs un petit peu au hasard pour montrer qu'est-ce que ça donne sur un nuage de points. Voilà, ça c'est par exemple, hein, imaginons on a deux variables avec beaucoup plus de points, et bien ce nuage de points, on voit qu'il y a une covariance qui est positive, puisque quand le x augmente, le y augmente, et réciproquement. Donc les deux vont dans le même sens. Par contre, si j'avais un nuage de points qui serait au contraire plus comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est plus comme ça, voilà, par exemple. Donc là, on voit, alors c'est pas forcément linéaire, mais c'est pas grave, c'est qu'on voit que là, au contraire, j'ai une droite de tendance qui est plutôt comme ça. Donc une droite de tendance qui est plutôt négative, et à ce moment-là, du coup, j'ai la covariance qui est négative. Voilà. Ça peut être un cas qui peut arriver, hein. Par exemple, plus il fait chaud, moins je vends de parapluies. Si on est un vendeur de parapluies, par exemple, et que X, c'est la température, normalement, plus il fait chaud, moins le nombre de parapluies vendus sera important. Donc, pour résumer, quand la covariance est strictement positive, ça veut dire que X et Y varient dans le même sens. Varient dans le même, je l'écris comme ça, sens. Alors que quand c'est négatif, ça veut dire que X et Y varient dans le sens opposé. C'est-à-dire que quand l'un augmente, l'autre diminue. Varie dans le sens opposé. Et quand c'est égal à 0, c'est indépendant. Alors quand c'est indépendant, qu'est-ce qu'on obtient comme nuage de points? Normalement, on obtient une droite horizontale, puisque à ce moment-là, quelle que soit la valeur de x, j'aurai la même valeur de y, ce qui montre bien que x et y sont indépendants. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on obtient généralement quand on a une covariance qui est égale à 0. Alors, du coup, là, c'est très bien parce que ça nous donne une indication, mais le souci, c'est que, par contre, ça ne nous donne pas d'indication sur toujours la corrélation. Parce que là, on sait qu'elles varient dans le même sens, là, on sait qu'elles varient dans le sens opposé, là, on sait qu'elles sont indépendantes, donc c'est déjà une première approche. Mais par contre, est-ce que le fait que ça varie 4,5, est-ce que ça veut dire que c'est très lié ou pas? Est-ce que ça va varier beaucoup dans le même sens? Ou au contraire, pas vraiment dans le même sens, et donc on aura quelque chose, par exemple, qui sera vraiment linéaire, ou au contraire, quelque chose qui sera un petit peu plus comme ça, donc un petit peu plus hasardeux, on va dire, en termes de corrélation linéaire. Donc on voit là la limite de la covariance, c'est ça, c'est que ça nous donne juste une information, mais qui n'est pas, on va dire, quantitative en termes de pourcentage. D'accord? Donc le fait qu'on ait 4,5 ou 12, l'interprétation sera la même, c'est les deux sont positifs, donc ils varient dans le même sens. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le coefficient de corrélation, qui va nous permettre, lui au contraire, de donner, sur une échelle entre moins 1 et 1, donc entre 0 et 100%, entre guillemets, si vraiment la corrélation est importante entre les deux variables ou pas. Et donc, le coefficient de corrélation, qui est notre petit r souvent pour relation, on va donner sa formule, on va calculer, on va voir comment l'interpréter. Alors, le petit r, c'est égal à la fameuse covariance de xy, c'est pour ça qu'on l'a calculé précédemment, mais divisé par sigma x fois sigma y, avec sigma x qui est l'écart type de x et sigma y l'écart type de y. C'est-à-dire que sigma x, l'écart type, on sait que c'est égal à la racine de la variance de x, et sigma y, de la même manière, hein, c'est la racine de la variance de y. Donc on va d'abord calculer les variances, comme ça on va pouvoir prendre leur racine pour calculer les écarts types, et puis après en faisant l'un sur l'autre, on aura le petit r, et puis après on verra comment interpréter ce petit r. Alors je rappelle la formule de la variance, par exemple la variance de x. La variance de x, c'est égal à la somme des xi moins x bar au carré, donc de i égale 1 à n, et divisé, attention, par n-1, parce que là on est en statistique, comme tout à l'heure j'ai divisé par n-1, et bien pour la variance je vais aussi diviser par n-1.
Donc là, on voit que c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, hein. Je fais xi moins x bar, sauf que je ne vais pas faire yi moins y bar, je vais refaire xi moins x bar. Et donc comme ça me fera xi moins x bar au carré. Donc en fait, la variance de x, c'est tout simplement la covariance de x et x. Si vous remplacez le y par le x, et bien vous verrez que vous obtenez exactement cette formule-là. Donc là, je vais aller vite, parce que du coup, c'est du calcul plutôt simple, dans le sens où en dessous, n-1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Au numérateur, xi moins x bar au carré. Donc comme tout à l'heure, j'ai 1 moins 2 au carré, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, j'ai 2 moins 2 au carré, ça va faire 0 au carré, ça va faire 0. Et ensuite, j'ai 3 moins 2 au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc finalement, ça me donne 1 plus 1 divisé par 2. Et 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc la variance de x est égale à 1, je vais le noter ici, hein. Variance de x est égale à 1. Maintenant, je vais faire la même chose pour le y. Donc là, je ne vais pas tout refaire, je vais juste noter ici y à la place de x. Donc c'est pareil, c'est la somme des xi moins x bar au carré sur n-1. Là, par contre, au dénominateur, j'aurai toujours 2. Par contre, au numérateur, bien évidemment, j'aurai pas 2. Donc là, si je fais le calcul, ça me fait 5 moins 10 le tout au carré. 5 moins 10, ça fait moins 5. Moins 5 au carré, ça fait 25. Donc là, j'ai 25. Ensuite, j'ai 11 moins 10 le tout au carré. 11 moins 10, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Et enfin, j'ai la 14 moins 10, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc ça me donne ça. Ensuite, 25 plus 1, ça fait 26. 26 et 16, ça fait 42. Donc ça me fait 42 sur 2, et 42 sur 2, ça fait 21. Donc je trouve que la variance de y, ici, elle est égale à 21. Maintenant que j'ai la variance de x et la variance de y, eh bien je vais pouvoir tout simplement appliquer la formule du coefficient de corrélation. Hop. Donc si j'applique la formule, j'ai la covariance de xy, donc on a dit qu'elle valait 4,5, divisé par sigma x, donc ça fait racine de variance de x, donc ça fait racine de 1. Et sigma y, c'est la racine de la variance de y, c'est-à-dire racine de 21. Et donc là, si vous faites le calcul, vous verrez que vous obtenez à peu près 0,98. Moi, je le mets à deux chiffres après la virgule. De toute façon, après, c'est que du bonus, on va dire, dans le sens où on a déjà une bonne approximation, puisqu'on va voir justement comment interpréter cette formule. Alors, on a un coefficient de corrélation petit r. Comment interpréter maintenant ce coefficient de corrélation? Eh bien déjà, il faut savoir que le coefficient de corrélation petit r, il est nécessairement compris entre moins 1 et 1. Attention, pas 0 et 1, parce que comme tout à l'heure, on l'a vu, la covariance peut être négative. Or, sigma x, sigma y, eux, sont forcément positifs, parce que ce sont des écartifs, ce sont les racines de la variance. Et donc, au dénominateur, c'est forcément positif. Par contre, au numérateur, la covariance peut être négative. Donc, le R peut être négatif. Maintenant, on pourrait montrer que ce petit r aussi, en valeur absolue, il est nécessairement plus petit que 1. Et donc, ça veut dire qu'il est compris entre moins 1 et 1. Alors, du coup, comment interpréter maintenant concrètement ce résultat? Eh bien, il y a différents cas. Il y a d'abord le cas où petit r est égal à 0. Ça, c'est le plus simple, puisque on a vu que petit r, c'est la covariance de xy divisé par sigma x, sigma y. Si le petit r est égal à 0, ça veut dire que la covariance est égale à 0. Or, si la covariance est égale à 0, on a vu que x et y sont indépendants. Donc là, je mets juste indep pour indépendant. Ça, c'est le plus simple, c'est la même interprétation que tout à l'heure. Maintenant, on a deux cas extrêmes, si r est égal à 1 et si r est égal à moins 1. Si r est égal à 1, à ce moment-là, ça veut dire graphiquement que les points sont parfaitement alignés sur une droite. Parce que ne faut pas oublier que ça, c'est le coefficient de corrélation linéaire, c'est-à-dire est-ce que mon x et mon y sont reliés par une relation linéaire, c'est-à-dire quelque chose du style y égale ax plus b. Et bien là, si les points sont parfaitement alignés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une droite qui passe par tous ces points, et bien à ce moment-là, je vous invite à le faire et vous verrez que on trouve exactement r égale 1. Ce serait le cas si ici à la place de 11 j'avais eu 10 et à la place de 14 j'avais eu 15. Pourquoi? Parce qu'on a que si là j'avais mis 10, et ben à ce moment-là c'est vraiment proportionnel, parce que là de là à là je fais x5, 2 x 5 ça fait 10 et 3 x 5 ça fait 15. Donc si là j'avais mis 10
et 15, j'aurais eu un tableau qui est exactement un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que j'aurais eu une droite. Alors pas forcément qui passe par l'origine, mais en tout cas j'aurais eu une droite. Donc ça c'est la première interprétation. Si R égale 1, ça veut dire que j'ai Y qui est égal à AX plus B. Avec petit a qui est positif, puisque si R égale 1, la covariance est positive, donc c'est croissant. A l'inverse, si petit r est égal à moins 1, ben là ça veut dire que j'ai la même chose, j'ai des points qui sont alignés sur une droite, mais décroissantes cette fois-ci, puisque si r égale moins 1 est négatif, c'est-à-dire que la covariance est négative, et donc que les deux varient dans le sens inverse. Donc du coup j'ai la même conclusion qui est que y est égal à ax plus b, mais attention avec un petit a cette fois-ci qui sera négatif. Donc là le petit a, le coefficient directeur est positif, alors que là le petit a est négatif, parce que c'est le coefficient directeur qui est négatif. Et après, j'ai toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et 1. Alors, je vais juste remettre ici que le R vaut 0,98, comme ça j'aurai plus de place pour faire mes dessins. Donc maintenant, si le R est proche de 1 ou proche de 0, et bien plus R est proche de 1 ou de moins 1, donc ça veut dire que la corrélation linéaire est très forte, c'est-à-dire que y, on peut dire que y est environ égal à ax plus b. Qu'est-ce que ça veut dire en termes graphiques? Ça veut dire que mes points ne seront pas parfaitement alignés, mais par contre, ils seront quasi alignés, d'accord? Par exemple ici, je peux avoir comme ça, hop, voilà. Là, on est dans le cas où R est très proche de 1, parce que déjà ma droite est croissante, donc positive, le petit a, et en plus, je suis dans le cas où les points sont quasiment alignés. On voit que la droite de tendance, ici, est quand même très proche de mes points. Donc là, on est dans le cas où R est proche de 1, donc là, R est à peu près égal à 0,9 par exemple. Il n'y a pas de valeur précise, mais là, on peut dire R proche de 0,9. A l'inverse, si je suis proche de moins 1, donc là, c'est que j'aurai une droite de tendance décroissante, mais avec pareil, des points qui seront quand même assez proches de mon... les points seront assez proches de la droite de tendance. Donc là, on est dans le cas où R est proche de 1 ou de moins 1. A l'inverse, si R est proche de 0, alors pas valeur positive ou par valeur négative, d'accord? Donc si R est proche de 0, donc par exemple, je sais pas, 0,02 ou moins 0,04, là par contre, ça voudra dire que j'aurai des points, mais qui seront vraiment un peu n'importe où, voilà, comme ça. Alors on voit qu'il y a quand même une droite de tendance, on va dire, qui peut être croissante, donc on pourrait tracer quelque chose comme ça, mais par contre on voit que les points sont quand même très 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 éloignés de ma droite, les points, plus j'en fais comme ça, hop, et à ce moment-là on voit que ils sont tous très éloignés. Alors même si j'en fais un qui est très proche, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est important c'est la masse, on va dire, des points, et là je vois que je suis quand même très très loin. Par contre ma droite de tendance est quand même croissante, donc j'aurai un R qui sera positif. Après, si j'ai la même chose mais dans les négatifs, de toute façon, ce sera la même chose, à savoir que j'aurai une droite de tendance, par exemple, qui sera décroissante. Donc là, j'aurai plutôt des points, on va dire, qui seront comme ça. Donc là, on voit qu'on a une tendance qui est plutôt décroissante, mais les points sont toujours très éloignés de ma droite. Donc à ce moment-là, je serai proche de 0, et donc c'est pour ça que la corrélation linéaire est très éloignée, parce que oui, j'ai une droite de tendance, mais qui ne correspond pas du tout à mes points. Donc là, c'est que x et y ne sont pas en corrélation linéaire. Ne sont pas en corrélation linéaire. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ce coefficient le coefficient de corrélation. Corrélation, c'est-à-dire co et relation. Relation, c'est-à-dire l'égalité qui existe entre mes deux variables x et y. Et donc ce coefficient de corrélation, justement, ça va donner un petit peu le pourcentage de lien qu'il y a entre mes variables x et y. Alors pourcentage de corrélation linéaire entre x et y, c'est-à-dire je peux dire que y égale à x plus b, mais avec quel pourcentage, d'accord? Donc là, si on a un R qui vaut 0,98, ça veut dire que je peux dire à 98% de chance, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, on peut modéliser à 98% les données par une équation du style y égale ax plus b. Donc ce qui est très très bien, parce que 98% on est comme proche de 100%, donc proche de 1.
Et donc, c'est pour ça que quand c'est proche de 1 ou de moins 1, à ce moment-là, j'ai ça, parce que quand c'est négatif, il faut bien penser que c'est juste que la droite est décroissante, mais ça ne change rien à la relation. Et par contre, quand je suis proche de 0, c'est qu'au contraire, eh ben, j'ai un pourcentage de relation linéaire qui est extrêmement faible. Et donc, à ce moment-là, eh ben, ce y égale à x plus b, en fait, n'est pas du tout une bonne modélisation de la relation entre les deux variables. Donc là, on voit que ce petit r est quand même beaucoup plus intéressant que la covariance, parce que la covariance, qu'il vaille 12, 18 ou 34, ça ne change rien, parce que c'est juste, on se basait sur le signe de la covariance, alors que là, sur le petit r, on se base déjà sur le signe, comme tout à l'heure, mais en plus sur la valeur, parce que là, on a une valeur comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire qui correspond à un pourcentage. Donc c'est pour ça que souvent on calcule le coefficient de corrélation. Alors, ce qui est très intéressant, bien évidemment, c'est quand le R est proche de 1 ou de moins 1, parce qu'à ce moment-là, on a une relation du style y égale à x plus b, en tout cas à peu près. Mais la question, bah oui, mais que vaut ce petit a et que vaut ce petit b? Et bien à ce moment-là, on va justement voir les formules qui nous permettent d'avoir ces valeurs approchées de petit a et de petit b. Donc là, on sait que y, ce qu'on note souvent, c'est comme ça qu'on dit y chapeau est égal à a chapeau x plus b chapeau. Quand on met un chapeau, c'est l'estimateur, c'est-à-dire la modélisation que l'on obtient, enfin les valeurs approchées que l'on obtient si on fait une régression linéaire. À ce moment-là, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le a chapeau et le b chapeau, qui sont des estimateurs de a et de b. Donc le coefficient directeur et leur donner l'origine de ma droite de tendance. Alors là, ce qu'on va utiliser comme méthode, c'est la plus classique, qui est la méthode des moindres carrés. Pourquoi on appelle ça la méthode des moindres carrés? Parce que ce qu'on va noter, ce qui est important, pardon, c'est que quand on a notre droite de tendance, ici, avec nos différents points, on a ici, par exemple, la valeur de y1, donc ça c'est y petit 1, et ça c'est la droite de tendance, et donc la valeur qui est ici, c'est y1 chapeau, c'est-à-dire c'est l'estimateur de y1 obtenu avec la droite. Et moi, bien évidemment, ce que je veux, c'est minimiser à chaque fois la distance qu'il y a entre le y1 et le y1 chapeau. Si je fais un zoom, hein, c'est que on a ici le y1, ici y1 chapeau, donc là y1, y1 chapeau. Et donc ici, j'ai la distance entre y1 et y1 chapeau, qui est l'écart avec la droite. Donc cet écart, il vaut y1 moins y1 chapeau. Mais moi, ce que je veux, c'est aussi les autres, c'est-à-dire y2 moins y2 chapeau, y3 moins y3 chapeau, etc., etc. Et moi, ce que je veux, c'est que cette distance, à chaque fois, soit minimale, mais dans sa globalité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre tous ces yi moins yi chapeau, donc on va faire la somme de 1 à n des yi moins yi chapeau. Mais attention, le problème c'est que s'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif, et bien à ce moment-là, peut-être que ça va se compenser, et à ce moment-là, on ne le verra pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est de mettre au carré, comme ça, à ce moment-là, tous les écarts seront comptés positivement, que le point soit au-dessus ou en dessous de la droite. Et ce que je peux faire, c'est que cette quantité, je la note grand R, et ce que je veux, c'est minimiser cet écart, donc je veux minimiser cette quantité grand R. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des moindres carrés, des moindres parce qu'on cherche à minimiser, et carré parce qu'on a mis cette somme au carré. En tout cas, chaque terme de la somme au carré. Alors, bien évidemment, moi je ne vais pas refaire la démonstration de comment on arrive au résultat que je vais présenter après, hein. Ça c'est juste l'explication de pourquoi on appelle ça la méthode des moindres carrés. Et moi je vais donner directement la formule, donc de l'estimateur de A, qui est noté A chapeau. Ça c'est facile, c'est la covariance de xy divisée par la variance de x, c'est-à-dire la covariance de xx, hein, finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là c'est très facile, parce qu'on a vu tout à l'heure que la covariance était égale à 4,5, et que la variance était égale à 1. Donc finalement j'ai 4,5 sur 1, c'est-à-dire 4,5. Donc j'ai A chapeau qui est égal à 4,5. Maintenant, je vais calculer le B chapeau. Alors pour calculer B chapeau, si vous avez oublié la formule, vous allez voir que c'est très simple. Parce que là, si j'isole le B chapeau, j'ai B chapeau à chaque fois qui est égal à Y chapeau moins A chapeau X. Alors déjà, juste petite remarque, pourquoi on met X et pas X chapeau? Eh bien tout simplement, puisque les valeurs de X, elles, ce sont les vraies valeurs que je prends à chaque fois, hein, pour la droite. C'est les abscisses, eux, je prends les vraies valeurs. C'est l'ordonnée à chaque fois que je vais approcher.
Et donc, qu'est-ce que je vais prendre pour B chapeau? Parce que le problème, c'est que le Y et le X, bah, j'ai plein de valeurs différentes. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre la moyenne. Donc, je vais faire Y bar moins A chapeau fois X bar. Et donc, on voit que dans la formule, il y a A chapeau. Donc, forcément, c'est pour ça que je suis obligé d'abord de calculer le A chapeau et après seulement de calculer le B chapeau, pardon. Donc là, je vais pouvoir calculer, je vais faire le calcul ici, par exemple. Donc, j'ai B chapeau qui est égal à Y bar, on a dit que c'était 10, moins A chapeau, c'est-à-dire 4,5 fois le X bar c'était 2. 4,5 fois 2, ça fait 9, 10 moins 9, ça fait 1. Et donc, j'ai B chapeau qui est égal à 1. Je peux donc dire que mon Y chapeau est égal à A chapeau X, c'est-à-dire 4,5X, plus B chapeau, c'est-à-dire plus 1. Donc ça, c'est quoi? C'est l'équation de ma droite de tendance, de ma fameuse droite de tendance. Et donc si on la trace dans un repère, donc là on va le noter proprement. Donc là, imaginons que j'ai X et j'ai Y, donc là je vais mettre 1, 2 et 3. Donc là je vais mettre 5, 10 et 15, par exemple. Donc là je sais qu'en 1 ça vaut 5, donc j'ai un point qui est là. En 2 ça vaut 11, donc c'est un tout petit peu au-dessus de 10. Donc là j'ai 10, hop, 1, 2, 3, avec grand X et grand Y. Et en 3 ça vaut 14, donc 14 c'est un tout petit peu en dessous de 15. Donc ça, c'est ce que j'obtiens. Alors je vois que c'est quasiment aligné, mais pas exactement. Et si je trace 4,5x plus 1, eh bien, vous verrez qu'on obtient quelque chose donc, qui passe pas par l'origine, qui passe par là, et qui va passer à peu près comme ça. Alors on voit que c'est à peu près ça, puisque là, je suis en 1, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, en 1, ça fait 4,5 plus 1, ça fait 5,5, et donc je passe un tout petit peu au-dessus du 5, donc ici. Ensuite, en 2, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Donc en 2, ça fait 10, je passe là, pile poil en dessous. Et en 3, 3 fois 4,5, ça fait 14, ça fait 3 fois 4, 12. Donc ça fait 13,5 plus 1, 14,5. Donc normalement, je passe un tout petit peu au-dessus du 14. Et donc du coup, ça va me donner ça. Et donc on voit que c'est une très bonne approximation de ma droite de tendance. Et donc du coup, ça veut dire que les formules pour A chapeau et que B chapeau qu'on a trouvées précédemment, elles sont bien bonnes. Donc voilà un petit peu l'idée de tout ça, de la méthode des moindres carrés, du coefficient de corrélation, comment l'interpréter. Et ce qu'on va faire dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, c'est qu'on va refaire exactement le même exercice, mais cette fois-ci sur Excel. L'intérêt sur Excel, c'est que déjà on n'aura pas à tout refaire les calculs de la main. Ensuite, vous pourrez du coup le refaire avec Excel, avec du coup une liste ici qui est beaucoup plus longue de termes. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir changer de manière dynamique quelques valeurs de X et de Y et voir justement l'impact sur le coefficient de corrélation. C'est-à-dire, bah tiens, si je prends une valeur qui est au contraire pas ici, mais qui est très loin, est-ce que ça va changer quelque chose sur ma droite de tendance, sur mon coefficient de corrélation, etc., etc. Et donc on verra que justement, si on prend des points qui, eux, sont pas du tout alignés, et ben on a un coefficient de corrélation qui est très faible, qui sera proche de 0, alors qu'au contraire, si on a des points parfaitement alignés, j'aurai un coefficient de corrélation qui sera égal à 1. Donc ça, l'intérêt sur Excel, c'est qu'on pourra facilement modifier des valeurs, et puis de manière dynamique, j'aurai pas besoin de tout recalculer, ça va se faire de manière automatique, c'est le principe justement d'Excel. Et pour conclure, on peut aussi vérifier que c'est cohérent ce 4,5 par rapport à mon tableau initial, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, pour passer de 1 à 5, je fais x5, de 2 à 11, là je fais x 5,5, et de 3 à 14, je fais un petit peu moins que 5, puisque 3 x 5 ça fait 15, et donc là je fais un petit peu moins que 5. Donc on voit que le tableau ici est quasiment proportionnel, avec un coefficient de proportionnalité qui est autour de 5, puisque YI c'est environ égal à 5 fois XI, plus ou moins. Et donc, bah oui, je trouve bien un coefficient ici de proportionnalité de 4,5 qui est bien proche de 5. Donc sans même avoir à tracer la droite, eh bien je trouve que mon résultat ici est cohérent. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour te retrouver des nouvelles vidéos. Et bien sûr, mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis dans la description, comme je l'ai dit, le lien vers la deuxième vidéo avec l'Excel. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.